Éducation nationale, plus de 90 établissements islamiques entrent aujourd'hui dans le système éducatif ivoirien. Une cérémonie en présence de la ministre Kandia Camara. Démarrage de l'émission Couleurs Vacances 2013, nous irons en pays ébrié pour visiter la commune de Songon. Enfin au Mali, les résultats du second tour de la présidentielle du 11 août sont encore attendus. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous suivez le journal de RTI 2. 94 établissements islamiques admissibles aujourd'hui dans le système éducatif ivoirien. C'était lors de la seconde édition de l'évaluation des lycées et collèges islamiques en présence de la ministre Kandia Camara. Il faut noter que plus de 800 établissements figuraient sur la liste des admissibles. On fait le point avec Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, près de 2 millions d'élèves et étudiants fréquentent les médersa, établissements confessionnels islamiques en langue arabe. Cependant, le système n'aboutit pas très souvent à l'intégration des produits de ces écoles aux structures socio-économiques du pays. Un lointain souvenir désormais. 94 établissements confessionnels islamiques viennent de recevoir leur attestation d'admissibilité à l'intégration dans le système éducatif formel. Notre préoccupation première, c'est de faire en sorte que tous les enfants de ce pays-là puissent avoir une instruction, que ces enfants-là puissent bien former, que ces enfants-là puissent eux aussi apporter leur contribution à la construction de notre pays. Des chefs d'établissement heureux d'avoir pu satisfaire à l'évaluation de la conformité aux normes officielles d'enseignement. C'est un plaisir pour nous d'intégrer le ministère de l'Éducation nationale. Et nous rendons d'abord un grand merci au président de la République, Alassane Ouattara, à sommet de l'Éducation nationale qui ont pensé que les élèves des écoles franco-arabes sont égaux aux autres élèves. Pour la communauté musulmane, ces attestations constituent un réel défi à relever. Le plus dur commence parce que quand l'État vous vient en aide, l'État aussi exige des résultats. Tout comme les parents qui font confiance à ces systèmes veulent que leurs enfants soient bien instruits en matière des religions islamiques. Après cette étape, ces 94 établissements lauréats doivent maintenant se faire établir les autorisations à fonctionner par le SAEP, le service autonome pour l'encadrement des établissements privés, chargé de les suivre et les évaluer. Du côté des indicamètres, on forme plutôt aujourd'hui 300 acteurs sociaux sur les bienfaits de l'indicamétrie. Une action également pour vulgariser ce courant de pensée né d'un constat de l'échec des sciences économiques sur le continent africain. Cette science, vous le savez certainement, a été créée en 1983 par un intellectuel ivoirien, Moustapha Diabaté. C'est un reportage de Franck Quadio. L'indicamétrie, science ou théorie, plusieurs positionnements possibles. Mais le concept, lancé en 1963 par le professeur Moussa Diakité, peine à marquer l'imaginaire collectif. Pour l'heure, je n'ai pas une grande connaissance de l'indicamétrie. C'est la science de la globalité. Pour le conseil des docteurs en indicamétrie, il y a lieu d'agir. Un séminaire donc est organisé, objectif, familiariser quelques 300 acteurs sociaux au concept et surtout en mesurer l'impact. Ce séminaire est pratiquement utile parce qu'il va servir d'abord de diffusion, mais il va servir surtout d'évaluation à mi-parcours de certaines résolutions qui ont été prises par un groupe de réflexion africain sur le devenir de l'Afrique. C'est donc une science qui est beaucoup préoccupée et tournée vers l'homme et surtout vers l'homme africain pour son épanouissement et à travers lui l'épanouissement d'une société meilleure, plus humaine et plus digne. L'indicamétrie, au final, est une science qui englobe tous les indicateurs, tant subjectifs qu'objectifs. L'idée est de faire la synthèse des limites de toutes les sciences et modèles de pensée. En Côte d'Ivoire, ça progresse. Un institut a été créé depuis 2006 et des progrès ont été réalisés. Maintenant, ce que nous comptons faire, c'est de développer les acquis. Ce séminaire sur l'indicamétrie prend fin le 14 août prochain. Prochaine étape de cette formation de proximité, la ville d'Aboisseau. Santé à présent, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Kofi, a visité aujourd'hui l'hôpital général de la commune d'Adjamé, fermé depuis 5 ans en raison de manque de matériel. L'hôpital général d'Adjamé sera ouvert aux populations en octobre prochain. Michel Digré.
L'hôpital général de la commune d'Adjamé est un don d'un groupe d'opérateurs économiques libanais. Bientôt 5 ans que l'édifice est achevé, mais il reste fermé faute d'équipement. La nature ayant horreur du vide, les herbes ont établi leur quartier dans l'enceinte de l'établissement sanitaire, les voies d'accès obstruées par des commerçants. Avant l'inauguration de l'hôpital en octobre prochain, le ministre de la Santé s'assure que l'établissement répondra à toutes les normes sanitaires internationales. Mon inquiétude ne se situe pas du tout au niveau même ni de la capacité d'accueil, ni du fonctionnement de cet hôpital général. Il n'y a pas de souci. Mon seul problème, c'est une question de normes. Voyez-vous, on ne peut plus continuer en Côte d'Ivoire simplement parce qu'on a envie d'offrir un hôpital. C'est une bonne action, je veux dire que c'est très bien, mais il faut aussi que lorsqu'on construit un hôpital, il faut aussi qu'on se rapproche de nos structures, c'est-à-dire notre direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance, et du BNET, n'est-ce pas, pour qu'on soit rassuré que cet hôpital va fonctionner selon les normes. Mais je ne pense pas que nous puissions accepter d'ouvrir cet hôpital général si l'entrée principale n'est pas revue et n'est pas aux normes inscrites au niveau international. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le matériel de radiologie du bloc opératoire et de la maternité est en cours d'installation. Les travaux de réhabilitation et d'équipement sont estimés à 1,5 milliard de francs CFA. Direction la commune de Yopougon où environ 1 millier de coiffeurs et esthéticiens ont reçu leur diplôme après 6 semaines de recyclage dans le domaine. Ils sont maintenant mieux outillés en matière d'entretien de matériel et autres notions de coiffure. On en parle avec Laetitia Manglé. Ils étaient jusque-là des autodidactes en matière de coiffure et d'esthétique. Pour eux, la notion d'artisan de beauté ne se résumait qu'à la splendeur de la coiffure exécutée. Propreté et hygiène du matériel de travail, des vertus foulées aux pieds dans près de 80% d'espaces de beauté à Abidjan. Mais 6 semaines après avoir été instruits sur ces notions, ces coiffeurs et esthéticiens devenus professionnels ont une vision plus nette du métier. Avant, quand je viens au travail, je prends les mêmes aiguilles pour travailler avec. Mais après ma formation, j'ai appris qu'il faut désinfecter des aiguilles. Ils nous ont appris comment est-ce qu'il faut désinfecter, comment est-ce qu'il faut accueillir les clients. Et quand les clients viennent, on applique. Dans le salon, ça marche à merveille. Et la clientèle ne se fait pas prier. Cette future mariée a opté pour des soins chez cette coiffeuse qui vient d'être elle aussi recyclée. Pour être belle, il faut mieux devenir dans le salon de coiffure parce qu'avec la santé, il n'y a pas de prix. Le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire entame une série de formations qui visent le professionnalisme des artisans de beauté. Avant, c'était des gens installés qui ne connaissaient même pas tout. Mais aujourd'hui, cette formation leur a donné un de plus. Quand elles sortent de là, elles-mêmes voient ce qu'elles ont appris par rapport à avant. Des coiffeurs donc mieux outillés après cette formation. Ils sont environ 1 millier qui pourront désormais être qualifiés de professionnels. On va maintenant partir à la découverte de la commune de Songon en pays ébrié et cela à la faveur de votre émission Couleurs Vacances 2013. Située à l'ouest de Yopougon, Songon est essentiellement composé de plusieurs villages, entre autres Songon-Kassamblé, Songon-Dagbé ou encore Anon-Kouagon. Visite guidée avec Grace Kando. Située à environ 30 km d'Abidjan, la commune de Songon est limitée au nord par la commune de Yopougon, à l'est par la commune d'Anyama et au sud par les départements de Jacquesville et d'Abou. Créée par décret le 13 décembre 1995, c'est une commune de type rural. Sa population est estimée à environ 60 000 habitants, avec 15 villages ébriés et des quartiers d'halogènes aux alentours, dont une forte communauté de la CEDEAO. Au plan des infrastructures, Songon est doté entre autres d'une sous-préfecture et d'une brigade de gendarmerie. Au niveau scolaire, des écoles primaires, secondaires réparties dans les villages et quartiers de la commune. Dans le domaine de la santé, la commune de Songon souffre d'un déficit crucial d'infrastructures. Il n'y a qu'un seul centre de santé urbain comprenant une salle d'hospitalisation, une maternité et une PMI.
Le réseau routier est défini par la voie côtière qui part d'Abidjan à Grand Laou et à laquelle s'attachent les villages de la commune de Songon. Au niveau du transport, la ligne Abidjan-Songon et Songon-Dabou est assurée par les mini-cars appelés communément Baka. Dans la commune de Songon, il y a aussi quelques sites touristiques intéressants, notamment des parcs et des baies. Au Mali, qui de Ibrahim Boubacar Keïta ou de Soumaïla Cissé gagnera le second tour de la présidentielle du 11 août dernier? Les Maliens sont encore dans l'attente des résultats. Le ministère de l'Intérieur a 5 jours à compter du scrutin, c'est-à-dire hier dimanche, pour publier les tendances. Ils vaquent normalement à leurs occupations. Dans le calme, les Maliens attendent les résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Un scrutin dont les journaux parus ce lundi au Mali saluent la bonne organisation. Un sentiment partagé par les habitants de Bamako. On se dit bravo, nous Maliens, c'est le peuple qui a gagné, c'est le Mali qui a gagné tout simplement. Je crois qu'en tant que Maliens, nous sommes tous très fiers d'avoir tenu ce scrutin. Mention bien aussi aux 3 régions du Nord Mali. À Kidal, le fief de la rébellion Touareg, Tombouctou et Gao ont redouté des attaques des djihadistes. Finalement, aucun incident majeur n'a été enregistré. Même constat dans les bureaux de vote établis dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici au Sénégal, le second tour s'est déroulé avec succès. On s'en félicite. Grâce aussi et surtout à l'assistance des autorités sénégalaises et aussi du bon comportement des électeurs qui ont compris l'enjeu de ces scrutins. Dimanche, dès la fermeture des 21 023 bureaux de vote, les opérations de dépouillement ont débuté. Dans ce bureau à Bamako, un nom revient avec insistance. Pour le moment, aucune tendance n'est donnée par les organisateurs du scrutin. Mais la Commission électorale nationale indépendante se veut rassurante. La Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration ont examiné avec la plus grande attention les irrégularités du premier tour. Et chacun de son côté a travaillé à les corriger. Je pense que cette correction est visible sur le terrain. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne affirme que le scrutin a été transparent. Louis Michel est convaincu que le candidat qui sera élu président du Mali le sera avec la légitimité démocratique. Verdict au plus tard vendredi. En Égypte, la justice prolonge aujourd'hui la détention préventive du président déchu Mohamed Morsi. Cette mesure intervient au moment où les pro-Morsi manifestent malgré les remontrances des nouvelles autorités. Les islamistes se disent déterminés à maintenir la pression jusqu'au retour au pouvoir de Mohamed Morsi. Ils avaient jusqu'à la fin du Ramadan pour quitter les lieux. Ils sont toujours là. En Égypte, les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, se barricadent même un peu plus sur les 2 places qu'ils occupent au Caire depuis plus d'1 mois. La police menace de les disperser à tout moment. Les manifestants rétorquent qu'ils ne bougeront pas. La tension monte, une nouvelle effusion de sang est à craindre. 250 personnes ont déjà péri dans des violences depuis la destitution du président égyptien. La Côte d'Ivoire, fièrement représentée au championnat du monde d'athlétisme de Moscou, Muriel Aouré est arrivée 2e aux 100 mètres avec 10 secondes et 93 centièmes. Elle est devancée par la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Price qui redevient championne du monde avec 10 secondes et 71 centièmes. Allez, ça part pas mal pour Shelly Fraser-Price. Muriel Aouré également bien jailli des blocs. Shelly Fraser-Price a déjà la course gagnée. Elle est impressionnante. Est-ce que Muriel peut aller chercher la médaille? Peut-être troisième. Je crois qu'elle est troisième. Non, peut-être deuxième. Attendez, on va pas s'enflammer. Shelly Fraser-Price a gagné. Après, on va voir, mais il y a peut-être bien une médaille. On va être sûr et essayer de vous confirmer. Il y a une médaille ivoirienne. Ça, je peux presque vous dire que la médaille ivoirienne est là. Maintenant, de quelle couleur? C'est sensationnel. Si c'est confirmé, on va attendre de voir le classement définitif. Ce qui est sûr, c'est que Shelly Fraser-Price est vraiment imbattable. La Jamaïcaine était devant. On veut revoir le ralenti de l'arrivée. On va revoir ça. Je crois. Elle y croit aussi. La Côte d'Ivoire va aller chercher une médaille mondiale
sur 100 mètres. Vous le croyez ça? Une médaille au championnat du monde d'athlétisme sur le sprint, sur la reine des distances, sur 100 mètres. Et c'est maintenant l'heure de se quitter. Passez une agréable soirée sur RTI 2.